Allez, bienvenue une fois encore dans Invité du jour au menu. Aujourd'hui, on va parler de la jeunesse. Jeunesse en République démocratique du Congo, la population est majoritairement composée de jeunes. On va parler renouvellement de la classe politique. Quel est l'apport, quel peut être l'apport de la jeunesse? Et pour en parler, nous recevons quelqu'un qui est dans toutes les activités, on parle jeunesse bien sûr, c'est Peter Kapend. Peter, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes un jeune leader. Avant l'émission, on discutait d'ailleurs jeune leader Lualabé ou jeune leader congolais. Jeune leader congolais, c'est plutôt mieux. C'est plutôt mieux, oui. Oui, avec vous, dans ces 20 minutes, on va parler bien entendu de la jeunesse. Quel est l'apport de la jeunesse au renouvellement de la classe politique en République démocratique du Congo? La première question déjà, qu'est-ce que vous entendez par le concept de renouvellement de la classe politique? Est-ce qu'il faut chasser une certaine génération de gens qui, entre guillemets, ont volé, entre guillemets, ont détourné, et, mettre de jeunes gens, mettre de personnes compte tenu de leur âge? Premièrement, par renouvellement de la classe politique, je ne vois pas tout simplement le rajeunissement, mais la promotion des valeurs sur les antivaleurs. Et donc, dans ces mêmes renouvellements de la classe politique, il y a aussi ces rajeunissements, comme je venais de le dire. C'est aussi une occasion de faire partir ceux-là qui ont travaillé déjà avec plusieurs administrations. On sait qu'en République démocratique du Congo, il y a des acteurs politiques qui ont travaillé déjà sous les 4 administrations, avec Mobutu, avec Mouzé le Père, avec Joseph Kabila et déjà avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc cette génération-là doit servir maintenant d'aide-mémoire à la nouvelle génération qui est en train de venir, laisser les jeunes prendre aussi la relève comme dans une course à relais où ceux qui ont couru doivent aussi passer la main aux autres afin que ces derniers apportent aussi de leur expérience et de leur savoir. Non, mais dans ce que vous dites, il y a deux choses qui semblent s'opposer. Vous parlez des renouvellements en termes de valeur, en termes de qualité, justement. Mais vous parlez aussi de génération. Quand on parle génération, on parle temps, bien entendu, on parle âge aussi, c'est ça, Peter Kapend. Justement, quand on parle aussi du renouvellement dans le sens de l'âge, il faudrait bien sûr demander à certains acteurs politiques qui ont dépassé l'âge. Bon, bien qu'on dit qu'en politique, il n'y a pas de retraite, mais il y a certains qui ont dépassé de l'âge et qui sont fatigués. À ceux-là, il faudrait leur demander de laisser la main aux autres. Mais à cette même occasion, il s'ajoute aussi les politiques qui ont perdu en fait cette probité morale. À ceux-là aussi, il faut leur demander de laisser la place aux autres. Parce que quand on est un homme d'État, il faut faire prévaloir les valeurs avant les antivaleurs. Et donc, c'est aussi une occasion de faire partir cette classe-là et laisser la classe de nouveaux venus qui doivent apporter un plus à notre pays. Voilà, mais une question je dirais une question des cultures générales, une question directe sur la vie. Est-ce que pour vous, Peter Kapend, l'âge est une vertu, l'âge est une valeur en soi? Quand je me base sur la biologie, on vous dira que quand on est jeune, c'est la période où il y a beaucoup plus d'activité et de productivité en termes de résultats attendus dans n'importe quel domaine de la vie. Et donc l'âge aussi c'est une vertu. Quand on est jeune, on est à mesure d'apporter un plus avec la force que nous avons. Et quand on vieillit, on perd aussi de la force. Et donc nous pouvons avoir beaucoup de connaissances et moins de force. C'est dans ces sens-là que je peux... Mais répondez-vous à celui qui a dit « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». En tout cas, on se base sur les qualités des deux. Chez les jeunes, on retrouve plus la force, la capacité à exécuter une tâche ou à résoudre un problème par la force, par cette capacité d'innover, d'imaginer. Et par la vieillesse, quand on dit si jeunesse pouvait, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Et donc les vieux, eux, ils ont cette connaissance, ils ont emmagasiné de l'expérience tout le long de leur vie. Et donc ils sont là comme magasin ou encore comme bibliothèque, comme le disait déjà Amadou Ampateba, si je ne me trompe. Donc les vieux ont cette connaissance en eux qui peuvent aussi disponibiliser à la jeunesse. Voilà, aujourd'hui vous êtes un observateur de la politique congolaise. Quand vous regardez tout droit, sans gants, la politique congolaise, quel est le bilan que vous faites de jeunes en politique? Le bilan, il est assez mitigé. Est-ce que les jeunes ont réussi à faire la différence? Non, le bilan il est assez mitigé. Quand on regarde aujourd'hui, les jeunes qui ont beaucoup des antivaleurs, ils sont plus nombreux que les jeunes qui ont des valeurs. Il suffit juste de jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux et vous verrez qu'il n'y a que
Il n'y a que les jeunes qui s'adonnent à cette culture des insultes, à cette culture... En tout cas, ce sont les jeunes qui priment en mal actuellement. Et il ne faudrait pas aussi oublier qu'il y a une tranche de jeunes qui essayent de se démarquer. Vous avez par exemple l'exemple du Premier ministre qui est assez jeune, qui dirige tout un gouvernement. Et dans son gouvernement, il y a je pense, peut-être 50% ou 60%, les membres de son gouvernement sont jeunes. Et il y a ces jeunes-là qui se démarquent. Mais malheureusement, comme je l'ai dit aussi en amont, il y a des jeunes qui s'adonnent à de mauvaises cultures. Voilà, Peter Capin, d'aujourd'hui, si la RDC n'est pas encore développée, en termes d'âge, quelle est la cause? Ce sont les plus âgés ou les jeunes qui sont la cause de ce sous-développement jusqu'à aujourd'hui? Je dirais que c'est la faute aux deux catégories. Premièrement, parce que les vieux doivent servir de panneaux d'indication à la jeunesse. Ils manipulent malheureusement cette même jeunesse avec un peu d'argent pour leurs propres intérêts politiques, des intérêts qui sont d'ailleurs égoïstes. Et les jeunes aussi, la faute leur revient dans le sens où ils se laissent manipuler. Les jeunes doivent prendre conscience du rôle et de l'impact qu'ils ont sur la politique de notre pays. Les jeunes doivent développer ce pays et les jeunes doivent faire primer les valeurs. Si un jeune s'adonne à la culture, par exemple, des insultes, comme on le voit ici chez nous, ou là-bas, la culture des insultes monnayées, où on vous paye et vous allez insulter sur les réseaux sociaux, si ces jeunes pouvaient dire non à cette culture et de réfléchir sur comment développer notre pays, je pense que leur apport serait non négligeable. Et les vieux aussi, ils ont leur part de responsabilité parce qu'ils veulent tirer les draps de leur côté et malheureusement, ils manipulent des jeunes qui sont faibles. Mais ce n'est pas tous les jeunes qui se laissent manipuler et ce n'est pas tous les vieux qui manipulent les jeunes. J'ai bien aimé votre conjugaison. Vous dites le plus âgé manipule et les jeunes se laissent manipuler. Et il y a donc un sujet, un complément d'argent. Qu'est-ce qu'il faut justement faire pour que cette jeunesse puisse contribuer à bon escient au renouvellement de la classe politique en République démocratique du Congo? Les jeunes doivent d'abord comprendre qu'ils sont en grand nombre dans ce pays. Il y a des estimations qui disent que nous sommes environ 100 millions d'habitants en République démocratique du Congo actuellement. Et la jeunesse occupe une marge de 70 millions. Et donc, si les jeunes arrivent à comprendre qu'ils sont majoritaires au pays et qu'ils ont vraiment un impact positif à donner à ce pays, ils vont travailler pour le bien-être de ces pays. Et ils vont, par conséquent, éviter la manipulation et donner de leur meilleur au pays. Voilà, il y a quelque chose. Aujourd'hui, le président de la République s'est inscrit dans une dynamique de donner plus de responsabilités aux jeunes. Quand on regarde, par exemple, dans notre domaine de l'audiovisuel, il y a aujourd'hui le président du CESAC, c'est un jeune, Christian Bosembe. Nous avons des jeunes comme Patrick Mouyaya. Qu'est-ce qu'il faut pour que les acteurs politiques, pour que les décideurs aient confiance aux jeunes, pour qu'ils leur accordent davantage de responsabilités? Je pense que la réflexion reste la même. Vous voyez dans la maison, ce sont les enfants qui se montrent responsables, à qui on donne effectivement des responsabilités. C'est quand vous vous proposez comme étant un jeune prêt à servir, qu'on vous donnera l'occasion de servir le pays. Malheureusement, il y a ces jeunes qui ne comprennent pas encore cela et qui se laissent aller avec tout ce qu'il y a comme courant, avec tout ce qu'il y a comme vent. Ils ne prennent pas conscience de la position qu'ils doivent occuper dans ce pays. Les gens comme les Christian Bosembe, il suffit juste de voir avant ce qu'ils avaient comme émission, comme activité. C'était des émissions de culture, de construction, des émissions d'encadrement et d'orientation par rapport à la jeunesse. C'est comme ça que le président a jeté le dévolu sur cette personne, voyant que vraiment la personne se prenait au sérieux. Mais si vous n'arrivez pas vous-même à vous prendre au sérieux, je ne pense pas que les autres le feront à votre place. Se prendre au sérieux, ça veut dire quoi? Essayez de comprendre que nous avons quelque chose à donner à ce pays. Comprendre que nous avons des idées, nous avons une énergie à donner à ce pays pour construire ce dernier. Vous ne pouvez pas vous donner dans des antivaleurs. Je venais de donner tout à l'heure l'exemple des insultes monnayées. On vous connaît, c'est ça votre spécialité, les insultes. On vous connaît, vous êtes là pour détruire, voler. Et vous pensez qu'avec ces genres de comportements, on vous donnera des responsabilités? Moi, j'ai dit déjà non. Non, mais en vous entendant parler, on a l'impression que vous parlez aux jeunes intellectuels. Ouais. Aujourd'hui, quand vous regardez les manifestations politiques au là-bas, quand il y a une activité sur le terrain, la plupart des jeunes qui sont appelés là-bas, ce ne sont pas des jeunes intellectuels. C'est des jeunes qui ont un certain niveau d'études assez bas.
Quels sont les discours qu'on peut avoir face à ces jeunes qui ne sont pas mieux outillés intellectuellement pour se lancer dans cette bataille? La bataille d'apporter quelque chose de plus au renouvellement de la classe politique. Quel est ce discours, Peter Capen? Ces jeunes-là doivent comprendre que ce n'est pas en obtenant 5 000 francs, 10 000 francs de la part de certains politiques qu'on va construire notre pays. Malheureusement, il y a ceux-là qui se vendent comme ça, avec une bouteille de whisky, le voilà derrière vous en train de vous applaudir. Ce n'est pas en agissant comme ça qu'on va construire notre pays. Que cette catégorie de la jeunesse puisse comprendre que même avec un niveau bas dans l'instruction, ils peuvent participer peut-être en apportant de leur force. Il y a ceux-là qui ont des idées et eux, ils peuvent disponibiliser de leur force, de leur énergie pour construire notre pays. Regardez en Chine, par exemple, ce n'est pas tout le monde qui a un niveau assez élevé dans l'éducation, mais avec peut-être leur force physique, ils travaillent, ils répondent positivement dans les travaux manuels et voilà, le pays est en train de se construire. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils ont un faible niveau qu'ils ne peuvent pas participer au pays et au développement de notre pays et qu'ils évitent aussi de se vendre à un prix aussi bas. Non mais dans votre réponse, vous parlez du travail. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que ces jeunes sont désœuvrés qu'ils sont à la merci, qu'ils sont exposés à se comporter comme ça? Malheureusement, c'est aussi une des étiologies. Quand on n'a pas de travail, on se livre, on cherche ne serait-ce que quelque chose pour mettre dans la poche, pour pouvoir se payer une bouteille de whisky, se payer un peu de nourriture. Malheureusement, c'est ça aussi la faiblesse qui leur pousse à ce qu'ils se laissent manipuler. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les décideurs ont deux fronts sur lesquels ils doivent se battre? Le front de l'éducation. Il faut éduquer le jeune homme, mais il faut aussi lui donner du travail. C'est ça, Peter? Justement, il faut éduquer la personne et donner le travail. La politique de la création de l'emploi doit être revue et peut-être améliorée. Nous sommes au Lualaba, nous sommes dans une province où il y a cette potentialité à offrir de l'emploi à plusieurs jeunes. Je pense que les autorités peuvent aussi se battre sur cette force que nous avons et offrir de l'emploi à ces jeunes qui sont en train de souffrir. Mais avant ça, l'instruction. Heureusement pour nous, le président de la République se bat pour la gratuité de l'enseignement. Il faudrait que cette bataille arrive jusqu'au bout, afin que tout le monde puisse être instruit et que tout le monde puisse trouver de l'emploi. L'exemple typique de cette manipulation. Le Congo reste pratiquement le seul pays où, quand un politicien vient, il y a tout le monde qui vient accueillir la personne. Parce qu'on sait qu'à la fin, il y a un transport qui est donné, il y a un 10 000 francs, il y a un 20 000 francs. Nous devons couper court à cette culture et essayer d'innover en politique et éviter cette politique d'acclamation qui retarde quelque part la jeunesse, qui retarde quelque part le développement de notre pays. Voilà, en fait, qui doit faire ce travail-là? C'est vous parlez du décideur, par exemple ici au Lualaba, vous parlez du gouvernement provincial, c'est ça? Justement, que ce soit au niveau provincial ou au niveau national, les décideurs sont nos parents et les parents jugent ce qui est bon pour leurs enfants. Voilà, j'ai une autre question sur laquelle je voudrais qu'on puisse parler avec vous. Quand on regarde, je ne veux pas vous emmener sur un terrain politique, mais quand on regarde la plupart des présidents qui ont dirigé la République démocratique du Congo, en commençant par Mobutu, il était jeune quand il a pris le pouvoir. Quand on regarde Joseph Kabila, il était jeune quand il a pris le pouvoir. Il y a aussi beaucoup d'autres exemples comme ça dans beaucoup de domaines en RDC. Mais ces jeunes gens n'ont pas réussi au niveau où on les attendait. Comment expliquer que ces jeunes ne sont pas arrivés jusqu'au niveau où on les attendait? Est-ce que c'est dû se causer par l'entourage aussi, l'entourage dans lequel il y avait aussi de vieux? Je pense que peut-être ils n'ont pas atteint à 100%, ils n'ont pas rencontré à 100% les attentes de la population, mais ils se sont battus de leur mieux et on a avancé. Si nous regardons ce que Mobutu, malgré sa jeunesse, a pu faire pour ce pays, si nous regardons ce que Joseph Kabila a pu faire pour ce pays, et même le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, on se rend compte qu'il y a un avancement par rapport à ce que nous étions avant. Mais seulement, il y a un problème, c'est que la République démocratique du Congo a, je pense, cette malédiction d'avoir des personnes qui combattent ceux qui sont au pouvoir au lieu de donner des idées. Je pense que la politique de l'opposition qui veut freiner la majorité ou qui veut freiner le pouvoir en place n'est pas au bénéfice
de Congolais. Quand vous vous érigez en obstacle pour bloquer la machine politique de l'autre camp parce qu'ils sont au pouvoir et que vous êtes dans l'opposition, en réalité, vous retardez les développements de notre pays. L'opposition, selon moi, devait se constituer en guide. Quand l'opposition se rend compte que la majorité, ou plutôt le pouvoir en place, n'est pas capable de résoudre un problème, l'opposition se doit de se lever pour donner des pistes de solutions, pour dire voilà, vous avez échoué, nous à votre place on aurait pu faire ceci, cela, et le pouvoir en place peut adopter ces schémas-là et obtenir le développement nécessaire. Mais on se rend compte que nous sommes dans la politique où nous plaçons les bâtons dans les roues des autres pour faire voir aux autres que tels sont mauvais, nous sommes bons, en attendant que notre tour vienne, vous allez traîner. Et il y a aussi la politique des vieux. Les mêmes vieux qui ont travaillé sur 3, 4 administrations, ils reviennent. Ils n'ont pas une politique mise à jour, donc ils n'ont pas une vision assez renouvelée de la politique. Ils se trimballent avec leur histoire, ils se trimballent avec leur façon de réfléchir, mais la politique a évolué. La politique se déplace, comme le disent assez souvent les politologues. Donc la politique bouge. Mais vous avez les mêmes personnes qui vous reviennent sous différentes casquettes, avec bien sûr le phénomène que nous avons tous observé, le phénomène de la transhumance, où il y a des gens qui ont acclamé pour un individu, quand son temps passe, pour se refaire une santé politique, ils se voient acclamer pour le nouveau venu, pour se maintenir au pouvoir. Vous voyez, avec cette pratique, on n'arrive pas à avancer parce que ce sont les mêmes personnes qui reviennent, mais sous d'autres formes, parce qu'ils se sont métamorphosés par la transhumance politique. Voilà, mais quand on regarde, nous ne devons pas être théoriques, hein, Peter Kapeng, quand on regarde par exemple aujourd'hui les ministres de la jeunesse, combien de jeunes connaissent son nom? Le ministre Yves Boncoulou. Oui, mais vous, peut-être vous êtes intellectuel. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut qu'il y ait aussi proximité de ces décideurs face à ceux qui subissent leur action? Par exemple, au Lualaba, est-ce que tous les jeunes, est-ce que la plupart des jeunes Lualabais connaissent qui est d'abord le ministre de la Jeunesse? Il y a aussi ça. Au Lualaba, nous avons, je pense, cette chance-là de connaître les autorités parce que le CPJ aussi participe dans ce travail où on cherche à rapprocher les décideurs des jeunes. Je pense qu'ici au Lualaba, les jeunes connaissent certains ministres, du moins pour ceux-là qui ne s'intéressent pas à la politique ou encore à la gestion de notre province. Mais au niveau national, comme vous venez de le dire, je pense que le ministre, par exemple, de la jeunesse doit revoir sa politique et être plus proche de sa population. Je ne sais pas s'il a dans son plan de travail un programme de tournée au niveau national, dans chaque province, dans chaque ville, pour s'entretenir avec la jeunesse. Je ne sais pas. Il est venu une fois au Lualaba. Est-ce que c'est le cas dans d'autres provinces? Je ne sais pas confirmer, mais vous avez raison d'une part de dire qu'il n'y a pas cette politique de proximité entre les décideurs et les jeunes, mais il y a aussi un problème, c'est que les jeunes ne s'intéressent pas de près à la politique de notre pays. Je donne un exemple. Regardez aujourd'hui combien de maisons utilisent Canal+. Il suffit juste de faire un constat. Vous vous rendrez compte qu'on est plus intéressé par ce qui se passe ailleurs qu'est-ce qui se passe chez nous. Très peu de jeunes suivent même le journal. Et pour connaître les officiels, moi je pense qu'il faut s'intéresser, suivre le journal. Là, vous connaîtrez. Mais quand vous passez votre temps sur Canal+, Nouvelle-Asie, Magique, je ne pense pas que vous connaîtrez les ministres de notre pays. Donc, d'une part, je demande au ministre, au gouvernement, aux membres du gouvernement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé, de s'approcher de la population. Mais de l'autre côté, je demande aussi à la population de s'approcher des autorités et de s'intéresser de plus près à la gestion du pays. Voilà, en quelques secondes, quelle est la formule magique? Quelle est la recette pour que les jeunes réussissent dans le renouvellement de la classe politique en RDC? Il y a une maxime populaire qui dit une science sans conscience. Sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oui. Et moi, je dis qu'une jeunesse sans conscience ou sans instruction n'est que ruine de la nation. Donc, les jeunes doivent s'éduquer, s'informer, s'instruire et vouloir participer. On ne donne qu'à celui qui demande, on ne donne qu'à celui qui cherche. Et ils doivent s'intéresser de plus près à la question de la gestion du pays. Merci. Et avoir cette volonté-là de servir le pays. Merci Peter Kapeng. Nous rappelons que vous êtes jeune leader congolais. Merci d'être passé. Auditeurs et téléspectateurs de Mikoba, merci de rester fidèles à nos programmes.